à tous. Je propose de démarrer. D'abord, on vous remercie beaucoup d'être présents ce soir. Le sujet est important, la thématique est importante aussi. Cette soirée est organisée, lance le cycle que nous co-organisons avec Recording in progress. Yes. Ah, il enregistre. Avec le centre Porte Haute et le centre social Papin. Depuis 2 ans, nous sommes à la 3e édition. Nous sommes ravis de ce partenariat, entre guillemets un peu atypique, mais avec évidemment d'autres acteurs, mais Jean-Marie reviendra. Jean-Marie présentera aussi l'ensemble du cycle. Voilà. Vous êtes dans les locaux de Praxis, un centre de formation au travail social qui est évidemment très questionné, intéressé et concerné par la question de la santé mentale des jeunes, que ce soit pour les publics auxquels nos étudiants s'adressent, ou les professionnels, mais aussi pour les étudiants eux-mêmes, où on sent aussi qu'aujourd'hui la jeunesse, on le sait, est touchée aussi de près, et les étudiants, on peut repérer de grandes fragilités chez certains, et d'autres vont très bien, heureusement. Voilà. Donc merci beaucoup d'être présents. Je passe la parole à Jean-Marie. Merci. Bonsoir, bienvenue au nom du Centre Porte Haute et de la Dynamique Mulhousienne. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. En ouverture de ce cycle, en effet, je voudrais d'abord témoigner de l'engagement, de l'implication du groupe de travail qui s'est régulièrement réuni depuis 1 an. C'était un gros travail. Et je peux citer effectivement l'école supérieure de Praxis où nous sommes ce soir, le centre Papin également, l'UNAFAM, le service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Mulhouse, les comités locaux de santé mentale, donc beaucoup de monde, ce qui prouve l'intérêt et l'importance des enjeux en cours. Et puis également remercier les soutiens de la ville de Mulhouse. Je remercie M. Metzger de sa présence ce soir, et puis de la librairie 47 degrés Nord. Voilà, en introduction de ce cycle, et de ce soir en particulier, je voudrais simplement revenir sur ce titre de santé mentale des jeunes. Santé mentale, de quoi parlons-nous? Des jeunes, de qui parlons-nous? Santé mentale des jeunes, d'où parlons-nous? Santé mentale, de quoi parlons-nous? C'est vrai que c'est un sujet qui est relativement récent, un gros quart de siècle, et qu'il n'existe pas vraiment de définition de la santé mentale qui fasse consensus. Il y a plusieurs propositions qui évoluent régulièrement, très schématiquement, pour être vraiment très schématique. Je demande aux psychiatres de se boucher les oreilles, s'il y en a dans la salle. C'est soit se sentir bien, heureux, soit ne pas aller mal, ne pas ressentir de souffrance mentale, ce qui bien sûr n'est pas du tout la même chose. Alors de quelle souffrance parle-t-on? Quels en sont les signes? Comment la reconnaître? Les symptômes, en effet, ne sont pas les mêmes chez l'adulte et chez l'enfant. Chez un jeune, ils diffèrent en fonction de l'âge et du sexe. Un adolescent connaît par définition des changements vécus parfois douloureusement pour devenir adulte, mais qui sont naturels. Alors comment reconnaître ce qui ne l'est plus et qui doit alerter? Les jeunes, de qui parlons-nous? Le cycle que nous avons préparé s'intéressera plus particulièrement aux adolescents. Là encore, la définition de l'adolescence n'est pas très précise. Pour les uns, c'est jusqu'à 21 ans. Pour d'autres, 25 ans, parce que c'est la fin de la maturation du cerveau. Bien sûr, les jeunes sont tous confrontés à certaines questions communes, comme environnementales ou géopolitiques. Mais les jeunes, on le sait bien, en fait, ça n'existe pas. Ces jeunes sont vite concernés, en fait, de façon différente. Jeunes scolarisés ou étudiants, déjà salariés ou encore en attente d'emploi, jeunes en ville ou en milieu rural, jeunes de classe sociale aisée ou précaire. En vérité,
Chaque jeune est différent et vit sa santé mentale différemment. Santé mentale des jeunes, d'où parlons-nous? Longtemps, la maladie mentale était un tabou. Il suffit de voir comment les hôpitaux psychiatriques avaient été construits loin des centres-villes. Aujourd'hui, heureusement, c'est plus le cas. L'heure est à l'accueil, à l'inclusion. On cherche à mieux comprendre et à mieux accompagner en étudiant d'une part ce qui induit en soi une souffrance grâce à la génétique, aux neurosciences, aux approches psychologiques. D'autre part, tout ce qui, dans notre environnement, peut influencer la santé mentale au cours de la vie. D'ailleurs, le dernier congrès de la Société européenne de pédopsychiatrie s'est tenu il n'y a pas longtemps, en fin juin, à Strasbourg, justement autour de la question de ce qui relève de l'inné et de l'acquis. Et puis, nous n'avons pas tous la même approche, le même regard concernant la santé mentale d'un jeune. Selon que nous sommes un copain du jeune, un parent, ou un enseignant, ou un éducateur, ou un psychologue, ou un officier de police. Et c'est précisément, voilà, l'objet de ce cycle, c'est de pouvoir nous aider chacun, là où nous sommes, à mieux reconnaître les signes, les symptômes, les comprendre, en parler, à mieux accompagner et orienter ces jeunes, ici dans la région de Mulhouse, avec les moyens qui existent et qui méritent sans doute d'être mieux connus. Voilà, pour nous éclairer d'abord sur ces questions complexes, nous sommes heureux d'accueillir ce soir Madame Maria Melchior. Vous êtes épidémiologiste. Au fait, ça veut dire quoi, épidémiologiste? Je le dirai si vous voulez. Ah ouais. J'espère. Directrice de recherche à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, membre de l'Institut Convergence Migration, directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Votre premier centre d'intérêt d'abord était, je crois, l'histoire. Avant de vous orienter vers la psychologie clinique, puis la santé publique et enfin l'épidémiologie. Votre parcours est passé par Boston, Harvard pour votre thèse, Londres, avant de revenir à Paris. Vous êtes particulièrement intéressé à la façon dont la santé mentale des jeunes pouvait dépendre des difficultés familiales et de ce que notamment ces jeunes ont pu vivre pendant la petite enfance, mais aussi à la façon dont les difficultés psychiques vécues par ces jeunes pouvaient retentir sur leur parcours de vie adulte. Vos travaux ont donné lieu à de nombreuses publications, près de 200, je crois, on les compris. Et vous en avez eu plusieurs distinctions nationales et internationales. Voilà, vous avez aussi récemment publié un livre, Santé mentale, un défi pour le XXIe siècle, en vente ici, d'une lecture très facile et très documentée, je ne peux que le recommander. Maria, j'ai appris que votre oiseau préféré, c'était... Alors, j'avais l'hirondelle. Ah non, un jour vous avez dit la cigogne, parce que j'aimerais dire bienvenue au pays des cigognes, et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci beaucoup pour cet accueil, pour votre introduction et surtout pour votre présence si nombreuse ce soir. Alors oui, j'ai pu dire les cigognes parce que je ne savais pas que voilà, vous alliez dire autant de choses sur moi, mais les cigognes, ça me rappelle mon enfance parce que je viens d'un endroit encore plus à l'est que Mulhouse où il y avait encore des cigognes dans les années 80. Merci en tout cas, voilà, je suis ravie d'être là. Donc, comme Jean-Marie l'a dit, je suis épidémiologiste et donc je pensais qu'après le Covid, tout le monde savait ce qu'était l'épidémiologie, mais si jamais voilà, vous voulez vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire, les épidémiologistes donc, sont des spécialistes de statistiques dans le domaine de la médecine globalement et l'épidémiologie s'applique à toutes sortes. Alors évidemment, on est parti d'abord des maladies infectieuses,
mais aujourd'hui on peut être épidémiologiste dans le domaine du cancer, de la santé cardiovasculaire, du musculo-squelettique ou de la santé mentale, comme c'est mon cas, puisque effectivement j'ai d'abord étudié la psychologie avant de me tourner vers les statistiques. Et donc l'idée, c'est qu'en épidémiologie, on compare des groupes qui se distinguent, donc soit en termes de facteurs de risque, en termes pardon. Pour essayer de mieux comprendre les facteurs qui peuvent être associés alors pour ma part à la santé mentale en tant que facteur de risque ou facteur de protection. Donc ce que je peux peut-être vous dire tout de suite en introduction, c'est que évidemment ce que font les épidémiologistes, c'est exactement l'inverse de ce que Jean-Marie Willem vient de décrire, c'est-à-dire on est dans une approche très macro, je vais vous parler beaucoup de statistiques, de grandes tendances, de chiffres qu'on produit à l'échelle populationnelle. Évidemment, il ne s'agit absolument pas de dire que ces chiffres s'appliquent à tout le monde, que les facteurs de risque sont déterministes ou que parce qu'on a vécu telle ou telle situation, on va forcément tomber malade. On a chacun et chacune notre expérience subjective, un ressenti particulier, une histoire individuelle qui font que ces chiffres ne sont là que pour donner des grandes tendances et alors en premier lieu, si possible, orienter les politiques publiques, les politiques de santé publique pour essayer de mieux comprendre les besoins de la population et peut-être aussi, et c'est comme ça que je vais essayer de vous en convaincre, voilà, si vous êtes convaincu ou non à la fin de ma présentation, peut-être que ça, quand même, l'utilisation de ces chiffres nous permet de comprendre un tout petit peu voilà, des grandes tendances. Ça raconte des histoires aussi un peu sur la manière dont la santé mentale peut être influencée par différents types de situations et de facteurs. Alors déjà, donc ça c'était un premier... une première limite à ce que je vais vous dire, donc je vais vous parler de statistiques et non pas de ressenti individuel. Et puis la deuxième chose, c'est que la santé mentale, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, ça, vous venez de le dire, je veux dire, c'est comme si on parlait de santé physique, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, pour les épidémiologistes, ce n'est pas une définition qui est suffisamment précise. Les épidémiologistes, dont une grande partie sont médecins, hein, bien sûr, s'intéressent à des maladies spécifiques. Alors après... dans le domaine de la santé mentale, il y a énormément de discussions sur la définition de ce qui constitue une difficulté, un trouble, etc. Mais voilà, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, enfin, sauf si vous voulez qu'on en discute. Mais on va plutôt s'intéresser à des troubles particuliers plutôt qu'à la santé mentale en général. Voilà, donc alors, pour commencer, donc effectivement, cette année, la santé mentale est la grande cause nationale, ce qui se traduit notamment par un certain nombre d'actions de communication, des dispositifs aussi, et voilà, j'en parlerai un tout petit peu à la fin. Voilà, bon, j'ai juste pris quelques extraits des médias. La santé mentale, c'est un sujet dont on parle énormément dans les médias grand public, alors souvent dans des situations donc, soit dramatiques, dans des cas de suicide de jeunes gens, par exemple, ou pour dire que les jeunes vont mal. Bon, je vais vous montrer quelques éléments pour essayer d'étayer un tout petit peu cette hypothèse. Bon, les professionnels de santé mentale vont mal également, le système de santé va mal. Enfin bon, voilà, on est en tout cas dans un... D'abord, il y a beaucoup de sujets dans l'actualité qui concernent d'une manière ou d'une autre la santé mentale. Et en fait, évidemment, c'est un champ très large qui recouvre énormément de problématiques différentes. Ce que je vais vous proposer, c'est de définir un tout petit peu plus précisément, justement, de quoi on parle quand on parle de santé mentale et quels sont les différents aspects. Donc, c'est un peu ce que vous avez commencé déjà à faire dans l'introduction, mais je vais vous donner en tout cas des définitions qu'utilisent les épidémiologistes. Vous parlez un peu des troubles les plus fréquents. Ce qu'on sait des principales causes, ou en tout cas des facteurs de risque qui ont été identifiés, avec un focus plus spécifiquement sur les jeunes et sur la question des inégalités sociales qui est très prégnante dans ce domaine. Alors, d'abord quelques mots. Bon, santé mentale, de quoi parle-t-on? C'est voilà, pour essayer de rebondir. Juste, alors, voilà, c'est un sujet très large qui recouvre des émotions, des comportements, un certain nombre d'habitudes, etc. Ce que je voudrais juste dire, j'ai l'impression que je ne suis pas du bon côté, mais bon, j'espère ne pas vous bloquer complètement. Surtout cette diapo voilà, qui est particulièrement visuelle.
Ce que je voudrais juste dire, c'est que donc vous avez dit que la santé mentale a été définie il y a quelques dizaines d'années. Il faut vraiment se rendre compte que l'idée qu'on parle de bien-être, de santé mentale, etc., c'est très récent. C'est tout à fait officiel, mais pendant quand même très longtemps, les questions de santé mentale se limitaient à la folie. Là, j'ai inclus sur cette diapo 2 représentations, évidemment particulièrement graphiques de cette situation. Donc, la cure de la folie de Jérôme Bosch du XVe siècle, qui représente, je ne sais pas si vous le voyez, mais la manière dont on soignait la folie donc, au Moyen-Âge, c'est-à-dire enfin, au début de la Renaissance, c'est un soignant, entre guillemets, qui insère un pieu, en fait, enfin, quelque chose, un objet coupant dans la tête de quelqu'un qui visiblement avait des symptômes qui pouvaient être préoccupants, pour extraire la pierre de la folie, puisqu'on imaginait à cette époque qu'il y avait donc une partie du cerveau qui était touchée par la folie et qu'en l'extrayant, les gens guériraient. La deuxième représentation, c'est un tableau de Francisco Goya du XIXe siècle qui montre la maison des fous, donc un asile, comme il en existait au XIXe siècle et comme il en existait encore un peu plus tard, où on enfermait les gens pour surtout les sortir de l'espace public et il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas de prise en charge effective. Alors tout ça a évidemment changé, d'abord parce qu'on a des médicaments aujourd'hui, voilà, il y a des psychiatres dans la salle qui pourront en parler beaucoup mieux que moi, mais on a des traitements aujourd'hui qui permettent de soigner les gens, donc leur prise en charge et puis enfin, le regard qu'on porte sur les maladies mentales a évolué, même si on peut encore parler de stigmatisation. Et puis, enfin, voilà, tout le système de santé et de prise en charge a changé, tant et si bien qu'aujourd'hui, voilà, on parle de santé mentale et que dans certaines représentations, disons, populaires qu'on peut en avoir, on est beaucoup plus sur des questions de bien-être, comment rester en bonne santé mentale, comment voilà, essayer de gérer les événements de la vie pour les dépasser et ne pas sombrer. On parle beaucoup plus de promotion de la santé mentale qu'à n'importe quelle autre époque. Tout ça est lié à donc, la définition de la santé mentale qui a été mentionnée par Jean-Marie Willem, qui a été donc, proposée par l'Organisation mondiale de la santé, qui est très général. Voilà, donc c'est le fait d'avoir un état de bien-être mental, d'être en mesure d'affronter les sources de stress dans la vie et de voilà, pouvoir faire tout ce qu'on a à faire dans sa vie en étant alors, dans un état de bien-être et peut-être aussi le plus performant possible. Bien que ce soit une définition donc utilisée à l'échelle internationale et diffusée par l'Organisation mondiale de la santé, on peut être un peu critique de ça parce que quand même, enfin, voilà, évidemment, on fait tous face à des difficultés, à enfin, éventuellement des humeurs qui peuvent être difficiles, etc. Et on ne peut pas imaginer rester en bonne santé mentale toute sa vie, voilà, face aux épreuves de la vie, etc. Mais peut-être que c'est un peu une espèce d'idéal, en fait, qui sert quand même de support aux actions de promotion de la santé mentale, dans l'idée que, quelles que soient les circonstances qu'on vit, ces facteurs de risque, etc., on peut avoir pour perspective d'être en bonne santé mentale. Donc évidemment, les troubles mentaux, enfin, si vous voulez, si on peut imaginer que les différents types de symptômes se distribuent sur une espèce de courbe, comme un continuum. Donc on a tous des niveaux d'anxiété, de tristesse, voilà, d'énergie qui sont différents. La santé mentale comprend à toute fin de ce continuum les troubles mentaux et les handicaps psychosociaux aussi, qui sont caractérisés par une forme de souffrance qui fait souffrir la personne, enfin des symptômes qui font souffrir la personne ou son entourage. Voilà, alors après, on pourra discuter des définitions et je vais vous expliquer très rapidement comment on fait pour mesurer ces aspects dans des enquêtes épidémiologiques, mais disons que globalement, il y a des définitions des troubles évidemment, mais les problèmes de santé mentale se caractérisent par une forme de souffrance. Voilà, c'est un peu une définition très simple. Alors là, dans la manière dont on conceptualise ces questions de santé mentale en France aujourd'hui, il y a donc cette dimension
bon, détresse psychologique, donc du niveau de symptômes, de difficultés existentielles, de difficultés émotionnelles, etc., qui peuvent aller jusqu'aux troubles psychiatriques. Et en contrepoint, donc ça c'est une conceptualisation proposée par Santé publique France, et en contrepoint, il y a ce qui relève plutôt de la santé mentale positive, c'est-à-dire le bien-être, l'épanouissement personnel, les ressources psychologiques et la capacité d'agir dont on dispose. C'est des dimensions différentes qui ne sont pas forcément... Alors évidemment, si on va très mal, la capacité d'agir et les ressources psychologiques dont on dispose vont être moindres, mais ceci étant dit, même quand on a un trouble psychique caractérisé, on peut rechercher, et il y a des manière de le faire, une forme de bien-être, de ressources psychologiques pour faire face aux choses auxquelles on a à faire face. Donc ce n'est pas des dimensions qui sont orthogonales, au contraire elles se complètent et évidemment chaque situation est différente. On pourra bien sûr discuter de tout ça, je vais assez vite sur ces concepts, mais c'est pour vous donner une idée un tout petit peu plus large. Alors après, comment est-ce qu'on définit un trouble mental ? Aujourd'hui, on utilise des classifications. Il n'y a pas de test biologique pour définir si quelqu'un a un trouble mental ou pas, à la différence d'un certain nombre d'autres maladies. Énormément de recherches sur des biomarqueurs qui pourraient un jour permettre d'identifier les personnes qui souffrent d'un trouble. Vous avez peut-être entendu qu'il y a quelques semaines, des marqueurs sanguins peut-être indicatifs du trouble bipolaire ont été découverts. Enfin, on n'en est vraiment pas aujourd'hui à pouvoir identifier à partir de biomarqueurs qui souffrent d'un trouble mental ou pas. Donc, ce qui veut dire que l'évaluation se repose sur le diagnostic clinique, sur le comportement et le contenu de ce que rapportent les personnes. Et il existe des classifications qui sont le fruit d'une longue histoire, qui sont utilisées aujourd'hui pour déterminer si quelqu'un... en tout cas, dans les enquêtes épidémiologiques, les cliniciens évidemment travaillent aussi avec leur intuition et leur savoir-faire, mais dans les enquêtes épidémiologiques, on utilise des critères basés sur le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ou la classification internationale des maladies pour identifier les personnes dont les symptômes correspondent à certains troubles. Alors, je vais juste vous donner quelques exemples de troubles mentaux fréquents chez les jeunes et chez les moins jeunes aussi. C'est par exemple la dépression, dont les deux critères principaux sont la tristesse et la perte d'intérêt ou de plaisir dans les activités qu'on a l'habitude de faire. Et il faut que ces deux symptômes soient accompagnés par d'autres manifestations de mal-être, comme par exemple des variations de poids. Alors c'est la plupart du temps une perte de poids, mais les classifications incluent aussi la possibilité au contraire de prendre du poids, des problèmes de sommeil, des problèmes dans la manière dont on se meut, donc l'agitation ou le ralentissement psychomoteur, la fatigue, un sentiment de culpabilité, des difficultés de concentration et ça peut aller jusqu'à des pensées de mort, voire des pensées suicidaires. D'après la classification des maladies psychiatriques qui existent, il faut que ces symptômes soient présents pendant au moins 15 jours. En principe, il faut que ces symptômes soient différents du comportement habituel de la personne. Et quand on applique ces critères-là, on estime qu'à tout moment, environ 5 à 7% des personnes en France, c'est une prévalence assez similaire dans d'autres pays industrialisés, souffrent d'un épisode dépressif. La plupart des études où on suit les gens dans le temps estiment qu'un épisode dépressif dure en moyenne 6 mois. Et dans un cas sur deux, soit il dure plus longtemps que 6 mois, soit les personnes vont mieux et ensuite ont à nouveau un symptôme dépressif, un épisode dépressif plus tard. Donc on parle de 50% de persistance, c'est-à-dire que dans un cas sur deux, les gens n'ont pas juste un épisode dépressif au cours de leur vie, mais dans un cas sur deux, ils ont un épisode dépressif au cours de leur vie et après leur vie reprend son cours et pas forcément d'impact ou de séquelles particulières. Donc, pardon, je suis un peu rentrée dans les détails, mais c'est vraiment pour vous éclaircir un tout petit peu sur les critères qui sont utilisés pour diagnostiquer différents types de troubles. Les troubles les plus fréquents en population générale, ce sont les troubles anxieux.
qui ont différentes formes de manifestation d'une forme d'anxiété forte et durable sans lien avec un danger ou une menace réelle et qui perturbent le fonctionnement des personnes parce que vraiment disons que la chose importante c'est que, encore une fois, soit les personnes souffrent de leurs symptômes, soit dans une certaine mesure elles sont empêchées de mener des activités habituelles du fait de ces symptômes. Et puis, différentes formes, enfin voilà, juste vraiment pour donner quelques exemples de troubles fréquents, les différentes formes d'addiction qui se caractérisent par un usage excessif, incontrôlé, avec des conséquences négatives pour la santé et la vie sociale, soit de substances psychoactives, soit de certains comportements, puisqu'il existe également des addictions sans substance, les jeux de hasard et d'argent en particulier, et depuis moins longtemps les jeux vidéo. Voilà, et donc, je vous ai dit, quand on fait des enquêtes en population générale, on estime qu'environ 5 à 7% des personnes ont un trouble dépressif, environ 5 à 17%, alors là, c'est une estimation qui n'est pas très précise parce que ça dépend des mesures et de la manière dont les études sont faites, ont un trouble anxieux, et entre 5 à 12% ont un trouble des conduites addictives, donc voilà, enfin... c'est énorme. Voilà, c'est vraiment beaucoup de personnes. Alors après, les troubles anxieux et les troubles des conduites addictives sont en général plus durables dans le temps, et donc on n'a pas d'aussi bonne estimation sur combien de temps ça dure au cours de la vie, mais c'est des troubles qui peuvent devenir chroniques. Voilà. Alors là, je mentionne que les troubles les plus fréquents en population générale. Bien sûr, d'autres formes de troubles sont... alors peut-être moins fréquents, mais ont un impact très important sur la vie des personnes, les troubles bipolaires, les troubles schizophréniques également, qui concernent environ 1% de la population. Voilà, alors les classifications évoluent dans le temps. Voilà, par exemple, donc ces classifications qu'on utilise, elles reflètent aussi évidemment notre époque et certaines tendances. L'homosexualité a longtemps été considérée comme un trouble mental et elle était incluse dans la classification internationale des maladies jusqu'en 2018. Bon, il y a encore des pays où on considère qu'être homosexuel c'est une maladie, mais c'est plus le cas dans la classification internationale des maladies. Comme je vous l'ai dit, il y a un nouveau trouble qui est apparu récemment, c'est le trouble de l'usage des jeux vidéo, qui n'existait pas évidemment quand on n'utilisait pas de jeux vidéo en réseau. Voilà, il y a des discussions. Ces classifications sont revues régulièrement. Il y a à chaque fois des discussions sur à la fois la définition des symptômes. Par exemple, dans le cas de la dépression, il semblerait que les symptômes qui sont décrits dans la classification internationale des maladies sont ceux qui expriment le plus souvent les femmes. D'ailleurs, on observe que les femmes ont un risque 2 fois plus élevé que les hommes d'être déprimés. Donc il y a eu des discussions sur la possibilité de faire évoluer ces critères et d'inclure d'autres types de symptômes qui caractériseraient plus des hommes en situation de dépression, par exemple une forme d'irritabilité, de colère, etc. Les études scientifiques qui ont été utilisées pour essayer d'étayer cette hypothèse n'ont pas été jugées suffisamment robustes, donc les symptômes n'ont pas changé. Mais c'est pour dire juste que voilà, il y a des évolutions dans le temps. Il y a déjà des discussions sur la possibilité d'une forme d'addiction aux écrans et en particulier aux réseaux sociaux qui pourrait à l'avenir devenir un trouble en tant que tel. Voilà, des discussions sur l'éco-anxiété, donc une forme de trouble anxieux qui serait liée en particulier à ce qui se passe pour le climat. On ne sait pas aujourd'hui si les personnes qui ressentent beaucoup d'anxiété donc par rapport au changement climatique, par rapport à l'environnement, sont des personnes qui sont anxieuses de toute façon. Et c'est une forme une manifestation d'anxiété supplémentaire, ou si vraiment des gens deviennent que éco-anxieux alors qu'ils n'étaient pas anxieux avant. En tout cas, il n'y a pas suffisamment d'études pour pouvoir le démontrer, et il y a beaucoup de recherches en cours sur ce sujet. Alors, juste, voilà, vraiment pour être très pratico-pratique, comment on fait dans les enquêtes pour recueillir les symptômes des personnes? On utilise différents types d'échelles. Là, je vous ai mis sur cette diapo juste une échelle qui est souvent utilisée pour mesurer la dépression, où on demande aux personnes, au cours des 2 dernières semaines, selon quelle fréquence avez-vous été gêné par les problèmes suivants: peu d'intérêt ou de plaisir à faire des choses, être triste, déprimé, difficulté à s'endormir, bon, voilà, etc.
les personnes répondent à ces questions et en fonction de leurs réponses, on construit des scores qui permettent de dire si le niveau de symptômes est élevé ou plus faible et si la probabilité que ces personnes, enfin la probabilité d'un trouble existe. Évidemment, les échelles de ce type et les enquêtes épidémiologiques ne servent absolument pas à diagnostiquer. Pour ça, il faut un professionnel de santé qui va non seulement recueillir la parole des personnes, mais aussi observer la manière dont elles se comportent, investiguer ce qui se passe dans sa vie, etc. Donc, on utilise ces échelles comme des proxys, des manières d'approcher des mesures de santé mentale qui peuvent être utilisées à grande échelle. Il existe aussi des études épidémiologiques où ce sont des médecins qui posent les diagnostics, mais voilà, malheureusement, on n'a pas toujours la possibilité de faire ça. Alors, voilà, pour se rapprocher de la thématique concernant les jeunes, on estime qu'une part importante de la population a des troubles mentaux. Dans 50% des cas, dans des études qui ont pu suivre des enfants jusqu'à l'âge adulte, on observe que ces symptômes étaient déjà présents au début de l'adolescence, et dans 3 cas sur... c'est pour dire les 3 quarts des cas de troubles psychologiques surviennent au début entre l'adolescence et le début de l'âge adulte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas... il n'y a pas de personnes qui, par exemple, développent une dépression plus tard au cours de la vie, mais la plupart des personnes qui ont des troubles psychologiques à l'âge adulte, en fait, avaient déjà des difficultés plus ou moins identifiées, plus ou moins sévères, quand elles étaient enfants et adolescents, ce qui donne encore plus d'importance à l'enfance et l'adolescence, notamment en termes de prévention, évidemment. Parce que si on peut faire en sorte de ne pas... si on prévient ou si on soigne les troubles qui sont présents très tôt au cours de la vie, on peut probablement réduire le nombre de cas ensuite à l'âge adulte. Alors, quelles sont les causes des problèmes de santé mentale, encore une fois, en faisant une grande généralité, mais voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Évidemment, pour chaque trouble, il peut y avoir des facteurs de risque spécifiques, mais j'essaie de dire des choses un peu plus larges. En fait, il y a des facteurs biologiques et notamment génétiques, parce qu'on sait que les troubles psychiques peuvent être transmis dans les familles. Alors, dans les familles, il ne se transmet pas uniquement des gènes, mais on estime que peut-être jusqu'à 50% du risque de certaines maladies, en particulier les plus sévères, serait lié à des facteurs génétiques qu'on n'a pas identifiés pour le moment. Et on sait que la génétique joue un rôle en interaction avec ce qui se passe dans la vie. C'est tout ce qu'on appelle l'épigénétique, dont voilà, je ne parlerai pas en détail, mais on s'est rendu compte que c'est vraiment pas l'ADN qui permet de prédire, enfin l'ADN peut permettre de prédire un certain niveau de risque, mais en fait la manière dont les gènes prédisposent ou pas aux problèmes de santé mentale est très liée à ce qui se passe par ailleurs dans la vie des personnes. Il y a des facteurs psychologiques qui découlent d'une certaine manière peut-être aussi de la biologie et puis des expériences de vie, en particulier au cours de l'enfance, au cours des premières années de vie. Par exemple, si on est... l'estime de soi, le coping, les compétences psychosociales, donc la manière dont on interagit avec les autres, sont des ressources qui peuvent permettre de faire face aux événements de la vie et limiter l'impact sur la santé mentale, ou alors au contraire, si on est très en difficulté pour gérer les relations avec les autres, on a très peu d'estime de soi, on va réagir de manière beaucoup plus brutale aux événements de la vie. Et puis des facteurs sociaux, parce que on est là dans cette salle, on est des êtres sociaux et on a besoin des autres, d'un entourage familial, évidemment relationnel, professionnel pour nous accomplir. Et c'est différent. Donc la santé mentale est très multifactorielle, différents types de facteurs rentrent en ligne de compte. Encore une fois, là il s'agit de la manière dont on explique les problèmes de santé mentale à l'échelle d'une population, pas pour un individu donné. Voilà, on sait que, évidemment, agir sur la biologie pour faire de la prévention, c'est un peu compliqué, mais peut-être qu'on peut agir sur les facteurs sociaux ou les facteurs psychologiques pour essayer de promouvoir une bonne santé mentale. Alors, que sait-on de la santé mentale des jeunes ? Vous l'avez dit en introduction,
là aussi, je suis repartie voilà, dans une sphère plus culturelle pour essayer d'illustrer le fait que bon, l'adolescence, le début de la vie adulte, c'est évidemment des moments où il se passe beaucoup de choses. Alors déjà, physiquement, évidemment, le corps change, la puberté, on se détache de sa famille si tout va bien, on doit choisir une formation, un destin professionnel. Voilà, c'est une période qui peut être très déstabilisante. Et donc, il arrive plein de choses qui peuvent être très difficiles, qui ont été donc racontées dans la littérature, la peinture. Bon, Roméo et Juliette et les souffrances du jeune Werther, c'est pour parler de ruptures amoureuses, de choses qui peuvent être, enfin voilà, d'expériences malheureuses en amour. Ophélie, donc, qui s'est suicidée après la mort d'Hamlet aussi. Et Jeanne Buterne, qui était la femme d'Amadeo Modigliani aussi. Elle s'est suicidée juste après sa mort, alors qu'elle était enceinte. Donc de manière tragique, voilà. Bon, les jeunes gens ont sans doute de tout temps vécu des émotions très fortes et plein d'expériences qui les amènent à se questionner sur qui ils sont, à perdre leurs repères et à ressentir des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Donc, juste après le Covid, qui a été un révélateur de difficultés psychologiques, alors pas seulement chez les jeunes, mais dans la population générale, évidemment, du fait du changement voilà, du fait de ce qu'on a vécu, une épidémie majeure avec énormément de décès, de maladies, les confinements, l'incertitude scolaire, professionnelle pour voilà, les personnes qui ne pouvaient pas continuer leurs activités régulières. On s'est rendu compte donc, que la population allait très mal, mais on s'est aussi rendu compte qu'on avait assez peu de données sur la santé mentale des enfants et des adolescents. Alors, donc, à la suite de l'épidémie de Covid, Santé publique France a mis en place une grande enquête auprès de 30 000 enfants dans toute la France, qui a vocation à être répétée dans le temps, pour essayer de faire un état des lieux sur leur état de santé mentale. Et donc les résultats ont été publiés il y a quelque temps. Alors c'est une enquête à l'école, auprès des enseignants, des parents, des enfants, donc plein d'informations sur ce que vivent les enfants. Vous voyez que globalement, ce qu'a montré cette enquête, c'est que, alors là, c'est à peu près 5% des enfants d'âge à l'école élémentaire avaient des difficultés émotionnelles, 9% des garçons et 4% des filles des problèmes de comportement, et environ 5% des garçons et 1% des filles des symptômes du trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Donc, des niveaux relativement élevés là aussi, dans des écoles tout venant, hein, et puis des différences garçons-filles. Alors évidemment, le fait d'avoir des difficultés émotionnelles ou de comportement à l'école élémentaire ne veut pas dire qu'on va avoir des problèmes psychologiques toute sa vie, mais ça souligne le fait qu'il faut intervenir voilà, dès l'école élémentaire, sans doute auprès des enfants qui en ont besoin, et il y en a un certain nombre qui ont déjà besoin de prise en charge à cet âge-là. Alors il y a aussi, alors pour les adolescents, il y a beaucoup plus d'études qui ont été faites au cours du temps, et qui montrent là aussi globalement alors, un niveau de bien-être qui est assez élevé chez les plus jeunes, mais qui a tendance à baisser dans le temps. Et là aussi, vous voyez des différences garçons-filles, c'est-à-dire que les filles expriment beaucoup plus de mal-être, de symptômes de tristesse, dépression, d'anxiété que les garçons, qui eux, pour le coup, un peu moins à ces âges-là, mais quand même montrent plus de comportements, enfin, je ne sais pas comment dire, mais pas intériorisés, mais au contraire, quand ils vont pas bien, ils ont plutôt tendance à extérioriser leur mal-être. Une des choses qui nous alerte beaucoup ces derniers temps, c'est l'augmentation du symptôme, du sentiment de solitude qu'expriment de nombreux jeunes. Et là, vous voyez, donc là, il s'agit aussi d'une enquête, l'enquête en place est menée en milieu scolaire. Vous voyez que environ 30% des lycéens, entre 25 et 30% des lycéens disent qu'ils se sentent seuls, qu'ils n'ont pas de confidents, ou même s'ils ont des amis, ils ressentent un sentiment de solitude qui est peut-être qui peut les perturber et qui peut aussi être un facteur de risque de problèmes psychologiques plus graves. C'est moins fréquent chez les plus jeunes, mais
c'est une observation, enfin c'est aussi observé dans d'autres pays, dans d'autres contextes. Il y a quelque chose qui se passe dans cette génération d'adolescents et de jeunes adultes qui fait qu'ils ont plus tendance à rapporter un sentiment de solitude. Je vais passer là-dessus. Donc, au total, chez les adolescents, ce que montre cette enquête en classe, c'est qu'entre 12% des élèves de 4e et 17% ou 15% des élèves de fin de lycée ont des symptômes qui relèveraient de la dépression. Donc c'est plus d'1 sur 10, avec, comme vous voyez à nouveau, des différences très importantes entre les garçons et les filles. Ces difficultés, ces symptômes dépressifs, ces difficultés, ce sentiment d'isolement peuvent même être liés à un risque suicidaire qui concerne environ... Alors, donc là, c'est 3 types de chiffres différents. Vous voyez qu'environ un adolescent sur 4, un lycéen sur 4 a dit avoir déjà eu des pensées suicidaires. Entre 11 et 15% disent avoir déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie. Et entre 2 et 3% ont fait des tentatives de suicide qui ont amené des hospitalisations. Et ces estimations sont concordantes avec les chiffres de recours aux soins qui, ces dernières années, ont montré une augmentation des recours aux soins, en particulier en cas de crise suicidaire. Ce qui est peut-être le plus préoccupant, c'est que voilà, quand on regarde un peu comment les choses évoluent dans le temps, on voit vraiment une augmentation des niveaux de difficultés de santé mentale des jeunes, que ce soit la dépression ou le risque suicidaire. Alors les données sur les cas de suicide sont toujours fournies avec retard, donc c'est difficile de dire pour le moment si on observe, enfin en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on n'observe plus de baisse du taux de suicide tel qu'observé jusqu'au début des années 2020. Voilà, il faut attendre encore un certain nombre, un peu pour savoir si ce mal-être se répercute en termes de suicide. En tout cas, il se répercute sur le recours aux soins, c'est certain. Et puis, je voudrais aussi dire qu'on a aussi des enquêtes sur... Alors ça, c'est le baromètre santé, qui est une autre étude menée par Santé publique France, qui nous montre que les jeunes adultes, les 18-24 ans, qui ne sont pas forcément tous à l'université, pas forcément tous dans une formation, sont un groupe particulièrement à risque, là aussi, de pensées suicidaires et de difficultés de santé mentale. Il y a eu une grande enquête pendant l'épidémie de Covid qui s'appelait EpiCov, qui a essayé de mesurer différents aspects de la santé des Français. Et nous, on s'est intéressé, donc c'était 100 000 personnes au total qui ont été interrogées sur énormément d'aspects différents, dont la santé mentale. Et avec les collègues, on a analysé en particulier les données concernant les 15-25 ans, parce qu'on a beaucoup parlé de la santé des étudiants à ce moment-là, et à juste titre. Mais nous, en fait, ce qu'on a observé dans cette étude en population générale, c'est que les jeunes qui n'étaient pas étudiants, qui ne travaillaient pas, étaient ceux dont les problèmes de santé mentale étaient particulièrement... alors, étaient déjà élevés de base, mais avaient encore plus augmenté pendant l'épidémie de Covid. Et ce sont des jeunes qui sont plus difficiles à joindre et plus difficiles à identifier que ceux qui sont à l'université, par exemple, et auxquels l'université peut proposer un certain nombre d'actions de prise en charge et de promotion. Alors, je ne sais pas, la santé mentale est très multifactorielle. Certainement que le fait d'en parler plus et de faire en sorte... il y a une campagne qui a commencé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Santé mentale, parlons-en », le fait d'inciter les gens à ne pas rester seuls avec leur mal-être, à en parler à leurs proches, à leurs médecins généralistes, à différents intervenants. Je ne sais pas si on peut dire que ça déstigmatise, mais en tout cas, ça permet d'ouvrir un peu la parole. Et il est possible que ce qu'on voit dans ces enquêtes, c'est en partie le fait que c'est plus facile plus on en parle, plus les gens arrivent à identifier leur propre mal-être, plus ils en parlent dans les enquêtes, plus peut-être aussi ils se tournent vers les soins. Donc il y a une partie de ce qu'on observe qui est due à des effets de déclaration ou d'identification des difficultés psychologiques. Parce qu'on ne voit pas d'augmentation, et voilà, je regarde les psychiatres dans la salle, mais on voit pas d'augmentation des troubles sévères, des troubles psychotiques, des cas d'autisme. Il n'y a pas d'évolution dans ce domaine-là, même si
bon, l'autisme c'est peut-être un mauvais exemple parce que là aussi les définitions ont changé et les prises en charge, mais ce qui semble vraiment avoir augmenté, c'est un sentiment de mal-être, d'angoisse, d'anxiété des jeunes face au monde. Et on n'a pas, bon, voilà, on n'a pas d'explication simple à ça. Alors ce qu'on peut dire quand même, c'est que ça correspond quand même peu ou prou à l'augmentation des réseaux sociaux. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que les réseaux sociaux sont la source du mal-être des jeunes, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'utilisation des réseaux sociaux et maintenant de ChatGPT, que j'ai mis aussi sur la diapo, enfin ça change la vie des jeunes, et des moins jeunes aussi, mais pour les jeunes, la sociabilité, leur manière d'interagir, les façons aussi dont ils vont chercher de l'aide quand ils vont pas bien ont complètement évolué. Et quand même, voilà, on estime que globalement, donc, à 14-15 ans, les filles passent environ 3 heures par jour. Alors c'est très difficile à estimer, hein, voilà, c'est vraiment à la louche, mais donc les filles passent environ 3 heures par jour, les garçons à peu près 2 heures par jour sur les réseaux sociaux, hein, spécifiquement. On ne parle pas des autres types d'usage des écrans. Ça se fait quand même au détriment d'autres activités. Alors en premier lieu la lecture. Bon, je pense que la lecture était un facteur de protection de la santé mentale, mais enfin, bon, en tout cas, voilà, c'est sûr qu'ils lisent moins. Il y a aussi une augmentation de la sédentarité et du surpoids, hein, quand même, parce que voilà, plus on passe de temps sur les écrans, moins on a de temps pour l'activité physique. Des études qui montrent quand même un effet sur le sommeil, sur le temps de sommeil ayant aussi beaucoup décru, pas seulement chez les adolescents, mais en particulier chez les adolescents dans la population générale. Des hypothèses sur les effets sur l'attention, parce que les réseaux sociaux, enfin l'utilisation des réseaux sociaux est plutôt très rapide et très, voilà, n'incite pas à l'attention. Donc vraiment un changement de mode de vie qui pourrait peut-être, même si là pour le coup il y a encore beaucoup d'hypothèses et assez peu d'études robustes, conduire vraiment à d'abord entraîner une utilisation problématique, parce que certains jeunes perdent le contrôle de leur utilisation. Alors encore une fois, il n'y a pas que les jeunes qui peuvent avoir des problèmes d'utilisation des réseaux sociaux, mais à l'échelle de la population, c'est quand même ce groupe d'âge-là qui est le plus concerné. Et puis une forme de sédentarité et d'isolement qui est aussi liée à l'usage des réseaux sociaux pour avoir une vie sociale. Mais aussi, mais ça bon, vous en avez entendu parler dans les médias récemment, les algorithmes qui sont utilisés sur un certain nombre de plateformes sont maintenant incriminés dans le passage à l'acte suicidaire. Il y a un procès dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps qui est en cours, parce que les réseaux sociaux et ChatGPT d'ailleurs aussi peuvent servir, l'intelligence artificielle plus largement, peuvent diffuser des normes de comportement de manière très 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 rapide et peut-être laisser certains jeunes, entraîner certains jeunes vers des comportements à risque parce qu'ils les voient diffusés sur ces plateformes. Beaucoup d'hypothèses, on n'a vraiment pas beaucoup de données et il ne s'agit pas de diaboliser les réseaux sociaux évidemment, mais de s'interroger sur les usages que les jeunes en ont, de les interroger aussi. Hein. Alors voilà, c'est typiquement comme un sujet qui est difficile. Moi j'ai 3 enfants adolescents, je ne suis pas du tout... je ne sais pas vraiment comment leur en parler, mais on essaie d'en parler. Bon, voilà. Au moins, je découvre des choses incroyables d'ailleurs à chaque fois que je leur en parle sur... Et c'est eux qui m'aident à configurer, évidemment, voilà. Dès que j'ai un problème de téléphone. Ça fait partie de leur vie, quoi. Vraiment, il faut s'interroger là-dessus. Alors, la crise environnementale est un autre facteur de stress dans la vie des jeunes, qui est... Alors, peut-être pas tous les jeunes, mais un grand nombre d'adolescents disent que ça fait partie des sujets qui les préoccupent énormément. Et chez ceux qui... Alors, à la fois ceux qui sont directement impactés, ça c'est une étude australienne qui a interrogé des adolescents sur leur éco-anxiété. Alors, il y a différentes formes d'éco-anxiété, mais enfin, en tout cas sur différents types de préoccupations liées au climat et à l'environnement, selon qu'ils étaient directement impactés ou pas. Alors évidemment, ceux qui ont déjà été directement impactés par des inondations, des feux de forêt, des canicules à répétition sont plus inquiets que ceux qui n'ont pas été, mais ce n'est pas uniquement l'expérience directe qui fait qu'on s'inquiète pour le climat, évidemment. Et puis il y a des facteurs de risque quand même qui sont
voilà, peut-être pas très nouveau, mais dont on parlait peu jusqu'à récemment et dont on parle de plus en plus maintenant, c'est les différentes formes de violence qui sont un facteur de risque particulier pour les femmes, puisque vous voyez, les enquêtes montrent qu'un tiers des filles et 14% des garçons ont déjà été, donc adolescents, disent avoir été victimes de violences sexuelles. Alors, la plupart du temps, ce ne sont pas des viols, enfin voilà, c'est d'autres formes de violences sexuelles, mais qui peuvent néanmoins avoir des effets sur leur bien-être. En France, en population générale, 14% des femmes et 4% des hommes ont probablement été victimes de violences sexuelles au cours de leur vie. Ce qui fait quand même, ce qui donne, voilà, là aussi, c'est quand même un des facteurs de risque majeurs de difficultés de santé mentale. Et surtout, en fait, c'est un graphique de l'étude Virage, qui est une grande étude menée par les collègues de démographes pour essayer de quantifier l'exposition à différentes formes de violence au cours de la vie en population générale en France. Et ce qui est, on ne voit peut-être pas très bien, mais en gros, c'est vraiment pendant l'enfance et l'adolescence qu'on est le plus à risque de violences sexuelles et de viols, avec des effets particulièrement tragiques ensuite sur la santé mentale tout au long de la vie. Voilà, alors peut-être juste pour terminer un mot sur les questions d'inégalité sociale qui, d'abord, enfin voilà, qui nous intéressent beaucoup dans l'équipe dans laquelle je travaille, mais qui participent aussi probablement au mal-être des jeunes, puisque, vous le savez peut-être, le taux de pauvreté en France augmente. Enfin, à la fois le pays est de plus en plus riche, mais comme dans beaucoup d'autres pays industriels, voilà, les inégalités se creusent et le taux de pauvreté augmente. Alors il augmente particulièrement au sein des familles monoparentales, qui sont, vous savez peut-être qu'en France, c'est surtout les personnes âgées et les familles monoparentales qui sont à risque de pauvreté. Et là, donc voilà, on voit juste le taux de pauvreté en pourcentage entre 2016 et 2023, et on est à plus de 15% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Les familles monoparentales, c'est une famille monoparentale sur 3, donc c'est voilà, ça concerne beaucoup de monde. Et en plus de l'augmentation de la pauvreté, il y a aussi une forme de précarisation sur le marché de l'emploi qui impacte en premier lieu les jeunes, parce que voilà, quand on regarde un peu, c'est l'Observatoire des inégalités qui s'est basé sur les données de l'Institut national de la statistique économique, l'INSEE. En fait, ce que représentent ces trois courbes, c'est le pourcentage de personnes en CDD, intérim ou apprenti selon l'âge et dans le temps. Donc vous voyez, en vert, c'est les plus de 50 ans, en bleu, les 25-49 ans, et en orange, les moins de 25 ans. Et c'est donc chez les jeunes de moins de 25 ans qu'au cours du temps, la proportion de ceux qui sont donc dans des emplois précaires a le plus augmenté. Voilà, combiné au coût de la vie, au coût du logement, etc. C'est aussi une source de stress énorme pour les nouvelles générations, et qui de ce fait ont plus de mal à s'autonomiser, à se projeter dans l'avenir, qui ont plus besoin du soutien de leurs parents, et, enfin, quand ils ont du soutien plus longtemps. Et ces inégalités contribuent probablement là aussi à une forme de mal-être et des difficultés psychologiques. Je ne vais pas parler de l'impact des difficultés psychologiques sur la scolarité et l'emploi, mais c'est évident que les jeunes qui sont les plus fragiles sont ceux qui ont le plus de difficultés à rentrer dans les clous de ce que la société attend d'eux. Alors, en guise de conclusion, voilà, la santé mentale est un domaine complexe. J'ai essayé voilà, de vous décrire ça un tout petit peu par touche, avec énormément de formes de symptômes différents, à des niveaux différents. Évidemment, encore une fois, c'est pas parce qu'on a des difficultés psychologiques à un moment de sa vie qu'on va forcément les rencontrer tout au long de sa vie. Il y a aussi évidemment des formes de rétablissement et des manières de vivre, y compris avec des troubles chroniques. Voilà, il faut des professionnels de santé pour identifier exactement la nature du mal-être et comment le prendre en charge.
Les facteurs de risque et de protection à l'échelle individuelle et collective sont très variés, donc c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, avec quelques facteurs plus récents donc qui correspondent au changement de nos modes de vie. Il y a énormément d'intervenants qui peuvent être face à des personnes qui ont des difficultés de santé mentale et qui ont des rôles différents à jouer, travailleurs sociaux, éducateurs, psychologues, psychiatres, évidemment. Bon, ça c'est pour dire qu'en fait, il n'y a pas une manière de soigner ou de s'occuper de quelqu'un qui a des difficultés psychologiques, c'est évidemment une réponse individuelle. Et voilà, vraiment pour terminer, voilà, quelques ressources pour s'informer de manière générale sur les questions de santé mentale. Donc Santé publique France vient de sortir un site internet qui s'appelle Santé mentale Info Service, alors qui est très axé sur la psychologie positive. Je ne sais pas si c'est vraiment ce dont on avait le plus besoin, mais enfin bon, en tout cas, il y a des informations, des exercices, etc. Le Psycom, qui est une association très largement financée par le ministère, enfin complètement peut-être même, financée par le ministère de la Santé, est une mine de ressources, alors un peu sur la santé mentale en général, mais aussi sur des troubles spécifiques, avec à la fois des informations sur voilà, qu'est-ce que ça veut dire avoir un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, par exemple, comment on vit avec, des manières quelles sont les prises en charge aussi, quels sont les types de soins qu'on peut obtenir. Et puis, voilà, parce que ça fait partie aussi peut-être des messages à relayer. Il y a évidemment des choses à faire quand on n'est pas bien soi-même ou qu'on est face à quelqu'un qui va mal. Bon, le médecin généraliste, évidemment, voilà, les intervenants de santé de première ligne, les urgences voilà, en cas de crise grave, mais aussi le 3114, qui est la ligne nationale de prévention du suicide, qui est accessible à la fois aux personnes qui ont des difficultés psychologiques elles-mêmes, mais aussi pour l'entourage. C'est une manière voilà, d'avoir des informations, d'essayer de décanter un peu la gravité ou la sévérité de la situation. Le Fil Santé Jeune pour les adolescents, mais aussi une ligne téléphonique et puis un chat maintenant que les jeunes peuvent solliciter pour parler des difficultés qu'ils rencontrent. Et puis vous savez que donc depuis 2-3 ans, enfin bon, bref, le dispositif a un peu évolué, mais les consultations de psychologues peuvent être prises en charge par la sécurité sociale. Donc, il y a des psychologues qui sont inscrits au sein du dispositif Mon Soutien Psy, pour lequel il n'y a plus besoin d'orientation médicale, c'est-à-dire qu'on peut consulter directement, et l'idée est que chacun peut avoir 12 séances remboursées par an. Si jamais les difficultés ne s'améliorent pas, il peut y avoir une deuxième phase de suivi, mais c'est dans l'idée que voilà, il faut proposer des solutions, enfin en tout cas des accès, alors c'est pas le 3114 c'est pas des soins, mais des accès, des solutions qui permettent à toute personne qui en ressent le besoin d'avoir rapidement une réponse et une écoute, quitte à ensuite décider, identifier si les symptômes nécessitent une prise en charge médicale spécialisée et le recours à un psychiatre. Voilà, bon, j'en ai terminé, merci beaucoup et d'avoir réfléchi. Merci beaucoup pour ces définitions, pour ces jalons posés dans ce paysage ô combien complexe de la santé mentale. C'est vrai que dans les librairies, on rencontre tant de publications de livres de qualité si variable que c'est important d'avoir des renseignements de qualité. Merci beaucoup. Je suis sûr que ce sera au moins une introduction à de nombreuses questions. Le temps qu'elles émergent, moi j'en profite pour l'une ou l'autre annonce.
D'une part, vous précisez que de toute manière, quelles que soient les réponses déjà apportées ce soir, Marianne Melchior reste et sera présente demain de 9h à midi dans cette même salle pour approfondir, vous rencontrer, répondre aux questions et approfondir ce sujet. Ensuite, nous avons également prévu, puisque nous avons parlé d'un cycle, une table ronde intitulée « Quelles ressources pour vos ados ?» C'est une table ronde qui rassemblera quelques acteurs locaux pour des propositions très concrètes. Une journée d'études le 29 janvier, également ici à Praxis. C'est une journée d'études davantage orientée peut-être pour des professionnels ou des personnes plus engagées. Une journée d'études qui comportera d'une part une matinée avec 2 conférences de pédopsychiatres universitaires, le professeur Laprévotte de Nancy et le professeur Coutel de Strasbourg et Toulouse. Et puis l'après-midi également les ateliers à la liberté de chacun pour approfondir un certain nombre de sujets. Donc vraiment du beau monde. Notez les dates, je pense qu'elles sont disponibles quelque part et de toute façon, voilà, si vous avez laissé les liens, vous en verrez les invitations. Et puis il y a également dès la semaine prochaine un festival du film social au cinéma Pax pendant 3 jours autour du thème de la santé mentale. Voilà. Vous trouverez également des cours en sortant donc 3 livres. 3 livres. Alors il y a La santé mentale de Marianne Melchior, que j'ai déjà cité tout à l'heure, vraiment de lecture facile. Et puis 2 autres livres, alors peut-être davantage pour des personnes plus professionnelles ou plus engagées, auxquels vous avez participé, qui sont des collectifs, très intéressants aussi. Voilà, et puis peut-être qu'avant de passer la parole à vous tous, je voulais demander à M. Coutel, puisque vous avez participé au groupe de travail et que vous dirigez la pédopsychiatrie à l'hôpital de Mulhouse, est-ce que vous auriez un commentaire à la suite de l'intervention en tant que psychiatre? Voilà. C'est de passer avec le micro. Non, juste merci beaucoup pour cette très belle présentation qui est déjà, je trouve ça essentiel de ramener les données de la science, parce que dès qu'on parle santé mentale, il y a quand même beaucoup de dérapages, chacun y va de ses propres explications, de ses propres... Alors, c'est pas nécessairement mauvais en soi, que les gens se racontent leur petite histoire sur pourquoi ils sont malades, mais c'est important de pouvoir rendre compte de données de population suffisamment robustes. Et des fois, les faits sont têtus. Vous avez plein de gens, y compris en pédopsychiatrie, qui vont nous dire qu'il n'y a pas d'addiction aux jeux vidéo, mais les sommes de littérature sur le sujet fait que aujourd'hui c'est insoutenable. Que ça soit plus ou moins difficile à repérer, je suis d'accord, mais je ne peux pas dire. Enfin, il y a des choses, voilà. Et je crois que c'est important d'avoir toutes ces données-là. Et effectivement, il y a une aggravation. Alors, une aggravation, et moi vous l'avez très bien souligné, il y a aussi une prise de parole qui est toujours plus grande et qui m'interroge énormément. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre de dire ça, mais en 20 ans de carrière, moi j'ai vu là, on ne voyait pas d'agression sexuelle il y a 20 ans. Aujourd'hui, dans le contexte mulhousien, je vois beaucoup trop d'agressions sexuelles quand je fais la visite en liaison, je vois plusieurs situations. Voilà. Et la parole s'est vraiment libérée. Pour moi, je pense que c'était déjà là. Mais une parole qui se libère, c'est aussi une souffrance qui se dit, qui se mesure, qui se constate. Et du coup, on a le sentiment que tout le monde va beaucoup plus mal. Et ça, c'est difficile de savoir dans quelle mesure, jusqu'où c'est vrai. Vous avez posé cette question-là, je suis complètement. Je trouve que c'est une question qui est très intéressante et qui se pose en clinique. Après, les facteurs de risque, là, nous, avec les collègues qui vont à droite et à gauche, on en est 2 pieds dedans, donc on les connaît malheureusement. Enfin, c'est vraiment. Voilà. En tout cas, merci beaucoup.
Vous avez eu le temps de réfléchir aux questions. Allez-y. Oui. Pierre. Il y a une question ici, Ah, on va faire la proximité, excusez-moi. Oui, bonsoir. J'ai une question qui m'est venue en voyant effectivement les données que vous avez présentées par rapport à cette étude ENABI sur la santé mentale des enfants, puis aussi sur celle que vous avez présentée sur les ados. Donc, sauf erreur de ma part, ce sont des données qui sont issues d'études épidémiologistes françaises. Est-ce que vous avez connaissance d'études internationales qui confirment que les filles seraient plus à même d'avoir développé en fait ces troubles mentaux donc, par rapport aux âges concernés? Merci. Oui. Ah, il y a un deuxième. Ah, ok. Je prends ça. Oui, donc. Oui, non. C'est bon, C'est bon, oui. Oui, donc pardon, j'ai pas eu le temps de développer, mais les données qu'on observe, les données françaises sont très cohérentes avec ce qu'on observe dans d'autres pays. C'est-à-dire que les filles ont plus de symptômes d'anxiété, plus de symptômes émotionnels, émotifs, plus marqués, et les garçons quand ils ont des difficultés, c'est plutôt de l'ordre de l'agitation, de problèmes de comportement. Chez les petits, ça peut être l'agressivité aussi. Donc il y a des différences de comportement, alors qui s'expliquent. Bon, les garçons et les filles sont différents à plein d'égards, et on les éduque très différemment, même si peut-être les modes d'éducation convergent un peu plus maintenant qu'avant, mais ils ne sont pas constitués de la même manière, tout simplement. On n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis d'eux, et en plus de ça, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la définition des troubles. C'est ce que j'essayais de dire, c'est qu'en fait, en tout cas pour la dépression, il s'est posé la question de savoir si la définition même des symptômes n'était pas plus proche de ce qu'expriment les femmes que de ce qu'expriment les hommes. Mais voilà, pour répondre, les données internationales vont dans le même sens. Bon, et je suis ravie que Romain Coutel partage mes observations. C'est toujours intéressant, parce que moi on fait des enquêtes à très grande échelle, mais évidemment en collaborant avec des psychiatres et des psychologues et des personnes qui sont sur le terrain, et parfois on trouve des choses différentes, mais quand on partage des points de vue, c'est toujours enrichissant. Oui, une question, je vais continuer sur le thème des filles, si je puis dire. Il y avait une statistique particulièrement frappante, que connaissent en particulier les enseignants, c'est que les troubles oppositionnels sont beaucoup plus marqués chez les garçons que chez les filles. D'où deux questions. Première question, est-ce qu'on peut en tirer une généralité sous la forme très grossière? Les garçons, les hommes retournent davantage le malaise ou la violence sur l'extérieur, sur la société, et à ce moment-là, on pourrait établir des corrélations avec la délinquance, etc. Et deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas des transferts de symptômes ou de pathologies? C'est-à-dire, si on faisait l'hypothèse que filles et garçons ressentent à peu près autant de malaise, le fait que les filles, de par leur éducation, l'influence de la société, contraignent davantage, retiennent davantage, est-ce que ça n'augmente pas d'autres symptômes, et notamment dépressifs, etc. Est-ce que le fait d'extérioriser son malaise a un côté cathartique, libérateur, peut-être au détriment de la société, mais je ne sais pas. Voilà, donc deux questions. Est-ce que plus généralement les hommes retournent la violence, le malaise sur l'extérieur et les filles moins? Et deuxième question, est-ce que le fait que les filles se contraignent fait glisser des symptômes ou des pathologies pour les filles? Est-ce que ça leur fait quelque chose de retenir? Alors peut-être que c'est plus facile de répondre à la deuxième question. Oui. D'abord, c'est-à-dire que, oui, c'est l'idée, c'est que si... on exprime le mal-être en l'intériorisant, ça peut amener
à la dépression, par exemple, aussi à des pensées suicidaires. On va chercher des explications plutôt, enfin, on va chercher creuser en soi plutôt que de se tourner vers l'extérieur. Après, sur ces différences garçons-filles, il y a plein d'hypothèses. Il y a des hypothèses biologiques. Et les différences garçons-filles ont tendance à augmenter après la puberté. Donc, il y a très longtemps eu, et je pense qu'elles sont encore valables en partie, des hypothèses vraiment de fonctionnement biologique. On n'est pas constitué de la même manière, les hormones ne circulent pas de la même façon. Voilà, il y a des... Mais c'est pas que ça. Alors, par exemple, sur la dépression postpartum, il y a eu très très longtemps des hypothèses sur le fait que c'était les changements hormonaux. On sait que c'est quand même pas que ça, mais peut-être que ça joue quand même un tout petit peu un rôle. On s'aperçoit aujourd'hui que les hommes peuvent aussi faire des dépressions après la naissance d'un enfant, et c'est pas forcément... voilà, il peut y avoir des changements de taux de testostérone, mais c'est pas aussi directement lié à leurs hormones que ce que provoque la naissance, la grossesse et puis après la naissance d'un enfant chez les femmes. C'est plutôt peut-être comment est-ce qu'on, collectivement, dans la famille, au sein de la société, on accepte ou non certaines formes de symptômes. Même si les normes de comportement évoluent, pleurer, être triste pour un garçon, c'est pas toujours considéré comme un comportement acceptable. Il y a plein d'études sur les enfants qui montrent par exemple que les parents ne prennent pas soin de la même manière des garçons et des filles, on parle beaucoup plus aux filles, on attend d'elles aussi qu'elles écoutent, qu'elles participent. Enfin, je veux dire, vraiment les rôles sociaux sont pas tout à fait les mêmes. Et quant au fait que avoir des symptômes plutôt d'agressivité vis-à-vis des autres protège de la dépression, ça c'est pas sûr du tout, parce que en fait souvent d'abord les hommes ont aussi par exemple plus tendance à avoir des conduites addictives qui sont là aussi plutôt de l'ordre des comportements externalisés, mais qui en réalité leur causent beaucoup de détriments et sont parfois liés à d'autres formes de symptômes. Donc c'est un peu compliqué. Il y a à la fois des phénomènes, des mécanismes biologiques, sociaux, psychologiques aussi. On ne se constitue pas de la même manière. Les attentes qu'on a vis-à-vis de soi et des autres ne sont pas les mêmes entre garçons et filles. Et tout ça est assez complexe, mais en tout cas les différences garçons-filles sont assez constantes. Et ce qui a peut-être un peu évolué, c'est justement les différences en termes d'addiction. Les femmes ont des niveaux de conduite addictive qui se rapprochent de plus en plus de ceux des hommes, même s'il reste des différences. Bon. Est-ce que vous avez remarqué dans la santé mentale des jeunes, à la fois au niveau des symptômes dépressifs, des troubles anxieux, des addictions, des différences en fonction des milieux, milieu pauvreté ou très aisé ou... Oui, alors c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé, mais oui, il y a des inégalités sociales très importantes. C'est-à-dire que pour les... Je n'ai pas beaucoup parlé des facteurs de risque familiaux, mais pour les jeunes, les facteurs principaux de risque de problèmes psychologiques, c'est d'abord les problèmes psychologiques des parents. Alors, on a beaucoup étudié les mères, on sait maintenant que les problèmes psychologiques des pères ont aussi des effets sur la santé mentale des enfants. Les difficultés diverses et variées au sein de la famille, notamment l'exposition aux violences, qui est quand même un facteur de risque très important, les violences sexuelles, mais aussi les violences physiques, les conflits, etc., et la pauvreté. C'est vraiment, si on peut juste avoir trois facteurs vraiment qui ont des effets très importants sur la santé mentale des jeunes, des enfants et des adolescents, c'est ces trois-là. Sachant qu'on a des études, par exemple, qui montrent que quand on soigne la dépression des parents, les enfants vont mieux. Il y a des études qui montrent que quand on propose, quand on donne des ressources supplémentaires aux familles, des ressources matérielles, les enfants vont mieux aussi. C'est plus difficile d'agir sur les violences et les disputes et de les endiguer, mais on pourrait penser que ça a aussi un effet protecteur pour la santé mentale des jeunes. Donc oui, des inégalités sociales dès l'enfance,
Par exemple, ce qu'a montré l'étude ENABI, c'est que dans les écoles en éducation prioritaire, les enfants ont une plus forte concentration d'enfants qui ont différents types de problèmes psychologiques que dans les écoles qui sont plus favorisées. Voilà, ça se joue à différents niveaux et ces inégalités sociales sont déjà, on peut les observer dès l'enfance et elles se poursuivent ensuite plus tard. Je voulais vous remercier pour l'exposé que vous avez fait, qui est extrêmement éclairant sur un certain nombre de questions. Je voulais juste revenir sur la question de l'addiction qui était abordée avant madame. Si les femmes aujourd'hui se rapprochent des hommes en matière d'addiction, c'est peut-être aussi parce que le mode de vie des femmes se rapproche de celui des hommes, en termes de travail, en termes de présence sur le plan social, etc. Donc je trouve que c'est quelque chose qui serait, c'est le contraire qui serait étonnant. Il me semble que, oui, il y a par exemple la question de la cigarette, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que les femmes fument plus qu'avant? Oui, sans doute. Les hommes fument moins parce que c'est moins... Aujourd'hui, on fume moins, mais peut-être que les femmes vont suivre. En fait, c'est là, je veux dire, ce qui est un peu... ce que vous avez souligné plusieurs fois, c'est la complexité. Vous avez souvent employé ce mot de complexité. Et alors, je crois que moi, la question que ça m'inspire, c'est autant c'est important sur le plan épidémiologique d'avoir d'avoir des cibles très, très précises. On peut dire, voilà, telle chose, 50%, etc. Autant le fait de segmenter de cette façon-là nous amène peut-être à pas toujours saisir comment ça s'articule tout ça, et c'est pour ça que vous dites que c'est complexe. En l'occurrence, ce qui est peut-être difficile pour nous en tant que praticiens, c'est que, j'allais dire la mode, mais c'est peut-être une mode, nous amène à penser comme les épidémiologues, ce qui serait, à mon sens, une erreur. Enfin, autant c'est important pour vous d'avoir des cibles claires et de pouvoir les travailler, autant pour un clinicien, de travailler petit bout par petit bout sans les articuler me paraît dramatique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord, merci pour cette remarque. C'est-à-dire comme je disais, l'épidémiologie sert surtout, si possible, à informer les politiques publiques, parce que là, on a besoin d'avoir des orientations, des cibles. Donc, par exemple, pour revenir à la question précédente, voilà, si on me demandait qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la santé mentale des jeunes, je dirais lutter contre la pauvreté, améliorer l'accès aux soins des parents, des enfants aussi évidemment, mais pour essayer de soigner le plus tôt possible et de manière la plus efficace possible les problèmes psychologiques au sein de la famille. Voilà, et lutter contre les violences, mais ça c'est beaucoup plus compliqué. Mais effectivement, après, à une échelle individuelle, voilà, il faut trouver les leviers qui sont pertinents pour chaque personne. C'est complètement autre chose. Donc je ne sais pas si je réponds, mais je pense que vraiment il y a les deux. Enfin, c'est-à-dire que à la fois, dans les enquêtes, on modélise des citoyens moyens, des personnes moyennes qui n'existent pas vraiment, et en même temps, il faut toujours se rappeler qu'il y a des personnes évidemment derrière les chiffres et qu'on ne peut pas juste plaquer les chiffres dans des situations individuelles, ça c'est sûr. Oui. C'est pas une question, c'est juste une remarque à propos du rôle des réseaux sociaux, et en particulier effectivement le chat GPT, parce que pas plus tard qu'à midi, mon épouse qui est prof de philo dans un établissement racontait qu'à l'occasion d'un échange, finalement était arrivé le fait qu'un élève, qu'il est apparu qu'un élève demandait à ChatGPT ce que lui pensait ne pouvoir demander à personne, mais est-ce que nous on pouvait le demander avant, ça c'est une autre question, mais qu'en fait il demandait à ChatGPT comment réagir justement dans les situations de l'intimité, c'est-à-dire le rapport avec sa copine, ceci, cela.
Et qu'en fait, du coup, le cours a pris un cours différent parce qu'il s'est révélé que beaucoup des élèves prenaient ChatGPT comme un confident possible avec le secret sans apprécier ce que ça comportait de justement le fait que ChatGPT est une sommation de données, etc. Enfin, en tout cas, la discussion a été intéressante et c'est vraiment un risque qui me paraît très, très important. On parlait de l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que les enseignants doivent être confrontés à ça de manière très directe, alors déjà dans leur enseignement, mais aussi en côtoyant des jeunes. Il y avait un article dans Le Monde hier ou avant-hier sur justement l'utilisation de ChatGPT comme dans des modalités relationnelles. C'est-à-dire qu'effectivement, là pour les adolescents d'aujourd'hui, je sais pas, c'était 20 ou 30% qui disaient avoir utilisé ChatGPT pour demander conseil dans des situations intimes ou y compris d'ailleurs des situations de mal-être aussi. Il y a le procès en cours vous avez certainement entendu parler de la personne dont le jeune qui s'est suicidé parce que ChatGPT lui a intimé, lui a suggéré de manière répétée de passer à l'acte. En fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est la différence avec un journal intime ou une manière de s'exprimer comme ça vers un objet inanimé et un peu perturbé par le fait qu'on a une réponse, mais qu'effectivement que les gens ne comprennent pas toujours que c'est une réponse qui est complètement circulaire et que en fait, alors sans parler du fait que maintenant il y a des acteurs commerciaux évidemment qui s'emparent qui investissent dans ChatGPT pour que leurs produits soient ensuite proposés quand on va faire une recherche. Et donc, il y a ce qui est très troublant, c'est une forme de... C'est vrai que les jeunes faisaient déjà beaucoup confiance aux réseaux sociaux et à l'idée de partager avec des personnes qui avaient vécu des choses similaires quand ils n'osaient pas parler. D'ailleurs, les réseaux sociaux ont une vertu énorme, par exemple, pour les jeunes qui se considèrent comme étant minoritaires, LGBT par exemple, parce que ça leur permet d'avoir accès à une communauté qu'ils n'ont peut-être pas dans leur entourage et donc de se sentir moins seuls, etc. C'est un échange quand même souvent très virtuel. Là, l'échange avec la machine va quand même pas être... il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de confrontation et effectivement, on peut s'interroger sur la manière dont ça va modifier la manière dont on interagit en général, parce que si on n'interagit que de manière à avoir toujours raison et être soutenu dans ce qu'on pense, on va faire une forme d'altérité et de compétences à gérer. Alors je ne veux pas redire que la complexité, mais merci d'avoir relevé que j'utilisais beaucoup ce mot, je crois qu'effectivement c'est très vrai. On peut quand même s'interroger sur ce que l'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle, surtout si on ne les questionne pas, si on n'interroge pas comment ils sont conçus, comment sont conçus les algorithmes qui opèrent à l'intérieur, va avoir sur nos relations avec les autres. Je vais... Pardon, j'ai le micro, excusez-moi. Ah oui. Moi, j'ai voulu dire sur... oui. Donc l'année 2025, cause nationale santé mentale des jeunes, en quoi toutes vos études, toutes les recherches que vous menez, vous avez le sentiment qu'elles impactent vraiment les politiques publiques? Non, mais je pense que oui, un peu quand même, j'espère. Vous? Non. Et puis, après, c'est un peu large comme pensée, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus dans un monde avec des sociétés de plus en plus totalitaires, c'est pas le mot que je voulais dire, mais violent, je sais pas comment on dit. Autoritaire, voilà. Et là aussi, l'effet sur la santé mentale, est-ce que c'est des choses où... Et aussi sur l'autonomie ou la liberté de la recherche. Voilà, c'était ça aussi ma question. C'est ce que je voulais répondre à la question sur les politiques publiques, c'est que moi j'ai la chance d'être chercheur à l'INSERM
voilà, dans un monde en voie de disparition très certainement, mais qui nous autorise énormément de liberté, d'autonomie, où voilà, je peux travailler sur les sujets qui me passionnent, avec qui je veux. Alors on répond à des appels d'offres pour pouvoir monter des projets, etc. Mais quand même, on a vraiment énormément de liberté et d'autonomie. Et donc, j'ai pas de... Santé publique France produit des données à la demande de l'autorité publique. Moi, alors ça m'arrive évidemment de travailler sur des projets qui soient initiés. Je travaille beaucoup avec la Direction générale de la santé, par exemple, qui s'interroge sur, par exemple, un dispositif que vous connaissez peut-être, ou dont vous entendrez parler, qui s'appelle la prescription sociale, c'est-à-dire l'idée de prescrire par les professionnels de santé des activités sociales aux personnes. Ça existe en Grande-Bretagne, il est question d'introduire ça en France. Alors je ne sais pas comment ça va être financé, mis en place, etc. Mais l'idée que la santé, c'est pas que le médical, il faut élargir. Et quand les gens n'ont pas déjà dans leur vie d'activités sociales qui peuvent leur permettre de rester en bonne santé, il faudrait peut-être que les médecins s'interrogent là-dessus et les guident. Donc ça, c'est par exemple une discussion directe avec le ministère de la Santé. Mais sinon, moi, je travaille sur les questions d'inégalité sociale en santé mentale. Je ne peux pas dire que, et je pense que beaucoup de chercheurs pensent la même chose, que les données qu'on produit ont vraiment un lien. Après, elles permettent de documenter des phénomènes. Si les décideurs publics veulent s'en saisir, elles existent. Et voilà. On essaie d'en parler. Oui, peut-être que je peux dire comme ça. Est-ce que vous êtes optimiste avec les nouveautés qui sont en train d'émerger, PSSM, premier secours en santé mentale, les références santé mentale en entreprise et à l'école ou chez les étudiants, des applications du type Link qui est en train d'émerger, et vous avez quelque chose d'optimiste à nous dire là-dessus? Peut-être reprendre la question pour l'enregistrement. Ah oui, alors la question porte sur les dispositifs, les nouveaux dispositifs en tout cas qui sont maintenant diffusés. Je répète pour l'enregistrement, on m'a demandé de répéter, oui. Donc les premiers secours en santé mentale, différents outils digitaux d'accès. Oui, quand même, ça va avec le fait de parler plus de santé mentale et de proposer des moyens de au moins s'informer, au moins avoir un premier accès. Parfois, ça peut être très utile. Nous, on a fait une formation premier secours en santé mentale dans l'équipe INSERM dans laquelle je travaille, parce que on est confronté à des étudiants qui ont des difficultés psychologiques, qui l'expriment de plus en plus. Donc, c'était vraiment avisé. Comment faire pour mettre en place des premiers secours en santé mentale au travail. Je crois que ça a permis de rassurer les uns les autres, de vraiment avoir des réponses un peu plus claires sur qu'est-ce qu'on fait quand on est face à quelqu'un qui clairement va pas bien, et quand c'est le collègue de bureau, on ne sait pas trop jusqu'où on peut aller. Donc vraiment, je trouve que c'est des outils qui ne remplacent pas les soins, évidemment, c'est surtout ça qu'il faut se dire, mais qui peuvent permettre de prendre un peu de distance, et puis justement savoir à quel moment les soins sont vraiment peut-être indispensables, mais ça ne remplace pas les soins. Il faut qu'il y ait des psychiatres quand même quelque part au bout de la chaîne quand ça ne va pas. Mais oui, au moins je ne sais pas dans quelle mesure ces programmes sont vraiment largement diffusés, parce qu'ils coûtent cher, il faut les mettre en place, il faut du temps, etc. Mais c'est plutôt une bonne chose, oui. Des réponses moins optimistes que... Après, juste sur les applis, je pense qu'il faut les évaluer. Parce que, ne serait-ce que pour savoir qui les utilise, comment, et puis est-ce que ça permet d'aller mieux quand on les utilise. Par rapport à ce grand effort qui nous permet de voir un peu plus clair dans les différentes catégories, on a parlé de dépression, etc. Il y a un mot que vous n'avez pas employé et qui pourtant qui fait florès et qui peut-être vient mouiller vos travaux, mais pas seulement les vôtres, c'est celui de burn-out. Parce que c'est quoi ça?
Comment vous faites avec ça? Il y a des échelles pour mesurer le burn-out aussi, hein, bien sûr, mais je sais pas, c'est sans doute pas loin de la dépression quand même. Voilà. Enfin, je sais pas, là, c'est plutôt au clinicien sans doute de... En tout cas, ce qui est sûr, alors le burn-out au travail, ça fait quand même un moment qu'il est étudié, et ce qui est sûr, c'est que voilà, une forte charge de travail, des délais contraints, etc., ont des effets sur la santé mentale, tout comme, je ne l'ai pas dit, mais évidemment la pression scolaire est une des choses que les jeunes rapportent le plus dans les enquêtes. On les interroge sur ce qui est compliqué dans leur vie, c'est la pression scolaire. Parce qu'on est très informé, parce que il y a beaucoup de compétition voilà, dans l'enseignement, parce que les parents s'inquiètent aussi, parce que il y a la précarité de l'emploi derrière, enfin, donc ça peut mener à des situations de burn-out aussi. S'il vous plaît, est-ce que vos travaux débouchent sur la prévention et de quelle manière, s'il vous plaît? Alors oui, absolument, j'en ai pas parlé. On teste par exemple en ce moment une appli digitale de promotion de la santé mentale. Non pas que je pense que ça va remplacer les humains, les psychologues scolaires, les infirmières, etc. Mais c'est là aussi pour... c'est vraiment du développement de compétences psychosociales, comment gérer le stress, comment faire en sorte de... se préparer à des examens ou des échéances scolaires de la meilleure manière possible. C'est vraiment de la promotion de la santé mentale, sans illusion aucune sur le fait que ça va pouvoir aider des jeunes qui vont pas bien, mais peut-être donner des clés ou un tout petit peu des outils à un grand nombre pour les aider à gérer ce qu'ils ont à gérer de toute façon. Et puis voilà, comme je disais, l'idée c'est de tester, enfin déjà de le déployer dans des collèges et lycées, donc ça a été fait l'an dernier. On compare des collèges et des lycées où cette appli a été utilisée et d'autres où ça n'a pas été le cas. On a demandé aux élèves de remplir des questionnaires au cours de l'année et on est en train d'analyser les données pour savoir, donc déjà d'une part s'ils ont utilisé l'appli, très peu, je peux vous dire, très peu, ils étaient adorables, ils ont fait les questionnaires, mais alors une fois que on est sorti du réfectoire où ils étaient censés être informés et tout, ils l'ont pas utilisé. Mais et quand même, est-ce que ça peut permettre d'avoir des réponses? Et on a aussi testé dans l'équipe un autre type de programme, alors plutôt de seconde ligne, si je puis dire, utilisé, donc c'est un programme de l'OMS pour la gestion du stress aussi. L'OMS déploie des programmes psychosociaux pour des contextes où il n'y a pas de psychiatre, en 2 mots, donc des pays du Sud, des camps de réfugiés, des endroits où beaucoup de gens ont des besoins en termes de santé mentale et il n'y a pas suffisamment de soignants pour les aider. Et donc c'est aussi on a testé un programme en particulier qui s'appelle Gestion des problèmes plus, qui consiste à faire 5 séances. Alors c'est des personnes formées qui font avec des personnes qui ne vont pas bien 5 séances pour essayer de les aider à focaliser sur un problème particulier. En fait, ça vient des thérapies cognitivo-comportementales, si vous voulez. C'est très focalisé sur un problème en particulier. Donc l'idée, c'est d'aider les personnes à 5 séances à focaliser sur un problème en particulier, essayer d'imaginer des solutions qu'elles pourraient trouver pour y faire face, en mobilisant du soutien social autour d'elles, en sortant de l'isolement et en essayant de... Voilà, c'est très psychologie positive, hein, c'est de l'empowerment, comment faire pour essayer de... Mais en fait, ce qui fonctionne, parce qu'on l'a testé avec des personnes en situation de demande d'asile, donc qui avaient vraiment beaucoup de problèmes et psychologiques et d'accès aux soins, et à ma grande surprise, quand même, l'effet était incroyable. C'est-à-dire que, parce qu'on se dit, les gens ont tellement de problèmes, c'est pas 5 séances où ils vont parler de leurs difficultés et on va leur dire comment faire de la relaxation, comment être aidé par d'autres, etc., qui vont vraiment avoir un effet. Mais en réalité, ça a marché. Alors, je ne dis pas que ça marche sur le long terme. Évidemment, c'est pas sûr, et c'est probablement même assez certain que non, mais ça les a aidés, au moins sur le moment, à sortir d'une forme de sidération et de difficulté. Et surtout, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens que leur santé mentale ne se dégrade pas encore plus.
Parce que quand même, le problème, c'est comment faire pour agir avant la crise, en fait. Qu'est-ce qu'on peut déployer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner les gens, les aider à... Voilà, bon, bah, oui, les premiers secours en santé mentale, peut-être des applis, le 3114, voilà, et peut-être d'autres types. Là, c'était un programme en face à face avec un intervenant formé. Peut-être qu'il y a des choses à faire un peu avant que les gens aillent très 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 mal et aient besoin d'une hospitalisation. Oui, on va soulever rapide. Le micro. Je ne suis pas professionnelle du soin, mais par contre je découvre le monde de la santé mentale avec ma fille de 15 ans qui a un trouble anxio-dépressif. Et j'aurais bien voulu que vous définissiez un peu la différence entre maladie mentale, maladie psychique, maladie psychiatrique, parce que pour moi c'est très flou, et à quel moment on bascule dans de la maladie plus durable. Enfin, voilà, je m'inquiète pour l'avenir de ma fille tout simplement, mais c'est un peu flou. Oui, alors moi, je ne peux pas répondre comme ça, évidemment, à une situation individuelle, mais en fait, ce qui est certain, c'est que la définition des troubles, alors dans tout ce qu'elle a c'est une convention, je veux dire, comme je vous disais, les définitions évoluent, et voilà, peut-être que ce qu'on considère comme étant un trouble aujourd'hui le sera moins à l'avenir ou l'inversement. Donc, les définitions, elles ont surtout pour but d'être en fait des guides. Ce qui est important, c'est évidemment la situation individuelle et l'évaluation, alors à la fois des symptômes, mais aussi des ressources peut-être voilà, que peut avoir un jeune. Beaucoup de jeunes anxieux, mais voilà, s'ils ont des copains, s'ils ont des activités, s'ils s'investissent dans certaines choses qui ne sont pas forcément à l'école, on aimerait qu'ils travaillent à l'école et que, voilà, qu'ils se préoccupent de leurs devoirs. C'est pas ce que choisissent de faire tous les jeunes, ou pas toujours. En fait, voilà, c'est une forme d'équilibre. Après, il y a des tempéraments, et il y a effectivement des jeunes plus ou moins anxieux qui vont probablement... ça fluctue, mais voilà, on a un tempérament qui peut être plutôt stable, mais ce qui ne veut pas dire qu'on développe forcément des troubles non plus, parce que tout ça, c'est un peu... voilà, c'est pas très clair ce que je vous dis, mais voilà, en fait, chaque situation est différente, et c'est surtout... voilà, il faut voir un clinicien pour vraiment... Par contre, ce qui est inquiétant chez un jeune, c'est quand il s'isole, quand il arrête les activités auxquelles il participait précédemment, quand ses notes chutent d'un coup, quand voilà, il n'y a plus de copains, ou vraiment il est très très dans sa bulle. Ça, c'est des signes qui peuvent quand même être un peu plus inquiétants. Alors tout ça, je sais, ça c'est déjà une mais c'est juste quelle est la différence entre on utilise plein de termes, mais ça doit avoir un sens. Il y a une différence entre maladie mentale, maladie psychique, maladie psychiatrique. Alors, ce qui est défini dans les classifications, c'est des troubles psychiatriques. Les autres termes, c'est les termes qu'on utilise, disons, de manière... comment dire bon, bref, c'est d'autres manières de l'exprimer, mais ce qui est défini dans les classifications, c'est des troubles psychiatriques. Ce que je vous ai dit, c'est que dans les classifications qui existent, il y a une certaine définition, et c'est quand on a un certain nombre de symptômes sur une période donnée qu'on considère que ce trouble est présent. Voilà, alors après, ça c'est la définition des enquêtes épidémiologiques. Encore une fois, les cliniciens vont utiliser un autre faisceau d'évidence. Et quant à prédire ce qu'un jeune va devenir, c'est très compliqué. Personne n'a... Voilà. On peut prédire dans les enquêtes que le fait d'avoir des difficultés à un âge précoce, sévère, peut donner lieu à plus de troubles plus tard, mais ça reste probabiliste, évidemment, et il ne s'agit absolument pas de... Voilà. Après, je comprends qu'on s'inquiète en tant que parent. Voilà, comme je disais, moi aussi j'ai des adolescents. C'est sûr que quand ils ont des moments moins bien, ou que voilà, ils sont très 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 anxieux, par exemple, c'est très perturbant pour la famille, ça c'est sûr. Le micro, c'est pour l'enregistrement. D'accord. Dans vos tableaux, il y a beaucoup de facteurs qui influencent, et quand on parle des jeunes,
jeunes ne mangent pas la même chose que les adultes. Est-ce qu'il y a une piste qui pourrait vous intéresser? Parce que, en fait, les jeunes ne mangent pas la même chose que nous. Il y a dans notre système digestif une production de protéines et de choses comme ça qui après influence directement dans le cerveau, au niveau du cerveau, dans les comportements, l'humeur et tout ce qui s'ensuit. Alors effectivement, il y a des études qui montrent que donc, manger un régime très... alors où il y a beaucoup de produits transformés, enfin fast-food, etc., pourrait être associé à la dépression. Alors je ne connais pas d'études chez les jeunes à ce sujet, c'est plutôt des études chez les adultes. Bon, mais effectivement, peut-être qu'il y a aussi l'alimentation qui joue sur la santé mentale, c'est tout à fait possible. Alors après, est-ce que les jeunes mangent vraiment toujours beaucoup moins bien que les adultes? Bon, je sais pas si... Enfin, oui, mais pas forcément. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai pas de... C'est pas mon domaine. Voilà, je ne m'aventurerai pas à faire des comparaisons comme ça. Par contre, il y a des différences en termes de niveau de vie, évidemment. Enfin, voilà, ça, c'est assez clair. Et il y a un autre facteur, pardon, juste pour revenir à la question des inégalités sociales, qui est aussi très, très prégnant, c'est la précarité alimentaire. C'est-à-dire qu'on considère qu'en France, à peu près 1 personne sur 10 ne mange pas suffisamment ou pas suffisamment équilibré pour des raisons financières. Et évidemment, avec l'inflation et l'augmentation de la pauvreté, c'est un problème qui est de plus en plus fréquent. Et là, pour le coup, il y a un certain nombre d'études qui montrent que la précarité alimentaire a des effets sur la santé mentale, et y compris des adolescents. Je voulais poser une question parce que vos études ne disent pas grand-chose de l'effet ou des groupes de jeunes, enfin finalement des dynamiques qui peuvent exister à l'intérieur des quartiers, entre les jeunes, les effets positifs, les effets négatifs, à un moment donné on parlait des grands frères, etc. Il y a aussi tout ce qui peut se dérouler entre la relation garçon-fille dans les groupes. On n'en voit rien dans ces... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est vrai que j'ai essayé de parler de ça au travers de l'isolement, c'est-à-dire du fait qu'il y a un sentiment d'isolement qui augmente, voilà, en particulier chez les adolescents. Et ça, c'est sans doute préoccupant. Donc, voilà, c'est pour dire qu'en fait, c'est idiot, mais avoir des amis, avoir un tissu relationnel, etc., peut être protecteur. Alors, je ne sais pas si vous parliez plutôt de l'influence des autres sur le comportement. Enfin, bon, j'ai envie de dire, on lit maintenant des choses qui ne peuvent pas manquer de nous surprendre. Hein, le phénomène des jeunes qui sont des jeunes avec des armes, enfin toute l'instrumentalisation qu'il y a du mal-être des jeunes et de leur pauvreté économique, qui fait des jeunes on se demande comment les prendre. Enfin, je veux dire, quand on dit que maintenant c'est des gamins de 10-12 ans qui assurent le contrôle des groupes, qui assurent toute l'entour des milieux de drogue, etc. C'est des phénomènes où il y a des dynamiques potentielles qui se multiplient en quelque sorte. Voilà. Alors, alors ça reste fort heureusement marginal quand même à l'échelle de la population générale. Donc c'est vrai que dans des grandes enquêtes en milieu scolaire, par exemple, on ne peut pas aborder ce genre de sujet. Mais il y a des enquêtes spécifiques. Il y a une enquête, par exemple, sur les jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse qui est sortie récemment et qui montre, alors c'est pas la première, il y en a eu d'autres dans les années 90 et 2000 qui montraient que ce sont des jeunes qui ont beaucoup de problèmes de santé, comme les jeunes suivis par les missions locales d'ailleurs aussi.
Et là, cette enquête, elle était vraiment axée sur un phénomène qui était probablement sous-estimé jusque-là, c'est les troubles des apprentissages chez une certaine proportion de ces jeunes. Parce que donc, c'est des jeunes qui ont déjà commis des actes délictueux et qui ont un accompagnement éducatif, à visée éducative, donc pour essayer de les orienter vers une formation, peut-être un emploi, etc. Or, en fait, il s'avère qu'un certain nombre d'entre eux ont des difficultés. En fait, il y a une espèce de trajectoire, quoi. C'est-à-dire que ceux qui se retrouvent à être pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse ont décroché de l'école très, très fréquemment avant, ont été absents de l'école avant, avaient des difficultés d'apprentissage ou de concentration, enfin, là encore, je schématise à très grands traits, hein. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en fait, c'est pas pour rien qu'ils se retrouvent dans ces situations-là. Et pour pouvoir les accompagner et leur trouver, je sais pas, des propositions qui les amènent ailleurs, dans le cadre de ce suivi au sein de la PJJ, il faut en fait travailler sur des handicaps psychiques, des difficultés d'apprentissage, qui entravent aussi leur avenir, quoi. Donc, il y a des enquêtes spécifiques et alors après, il y a aussi un autre sujet qui a été beaucoup étudié je pense notamment aux travaux de Guillaume Bronsard, qui est pédopsychiatre à Brest, qui a comparé des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse et des jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance, qui ont des profils de risque assez similaires en réalité, avec beaucoup de violence, beaucoup de ruptures familiales. Et on peut peut-être dire que d'une certaine manière, ils ne réagissent pas de la même manière. Encore une fois, c'est très général et je ne veux surtout pas schématiser trop, mais en fait, il faut se dire que c'est des jeunes qui sont souvent quand même aussi victimes d'un certain nombre de choses dans leur entourage. Alors, il y a l'environnement des pères qui fait que certains vont se tourner plus vers des actes de délinquance que d'autres comportements, mais à la base, il y a quand même des facteurs de risque qui sont souvent des facteurs de risque de mal-être et de vulnérabilité. Oui, je voulais vous poser une question. Ces derniers temps, on a des données épidémiologiques qui disent qu'il y a de plus en plus de schizophrènes et d'autistes. Alors, je suppose que ces études sont valables. Et je voulais savoir si, on sait que pour la schizophrénie, il faut un diagnostic précoce pour arriver à un traitement correct. Et je voulais savoir s'il y a des facteurs de prévention sociétaux ou autres qui sont à mettre en place. Alors, j'ai pas connaissance d'études qui montreraient une augmentation de la prévalence de la schizophrénie. Au contraire, les taux sont relativement stables. Hein. J'espère que Dr Coutel est d'accord avec moi. L'autisme, c'est différent, mais parce que là aussi, les définitions de l'autisme ont changé, et puis on repère peut-être un peu mieux maintenant l'autisme qu'avant. Alors, la schizophrénie, c'est 1% de la population, c'est relativement rare, même si les traits psychotiques peuvent être... Non, ça n'a pas augmenté. Alors, il y a à un moment donné, on avait peur que le taux de schizophrénie augmente parce que un certain nombre de cas semblent liés à une consommation excessive de cannabis, enfin une consommation importante de cannabis, mais... parce que la consommation de cannabis a baissé récemment, elle a été très élevée à un moment donné, mais maintenant le consensus est de dire que la consommation de cannabis peut déclencher des troubles schizophréniques chez des personnes probablement déjà vulnérables ou déjà à risque. Il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de cas consécutifs à l'augmentation de la consommation de cannabis. Ceci dit, limiter la consommation de cannabis pourrait peut-être aider. Non pas qu'on sache exactement comment faire, mais enfin voilà. Et puis après, il y a dans la schizophrénie, comme dans d'autres troubles, il y a, comme je disais tout à l'heure, à la fois des facteurs biologiques, mais aussi des facteurs sociaux. Il y a très souvent des événements de vie adverses au cours de l'enfance, pas toujours, hein, mais voilà, le fait d'avoir été victime de violence est un facteur de risque. Le fait d'avoir des difficultés familiales très très importantes aussi. Donc probablement tout ce qui peut soutenir les familles. Ça ne veut pas dire qu'on évitera complètement les cas de schizophrénie, parce que malgré tout, il y a une forte composante biologique, beaucoup plus que dans la dépression probablement. Il est 9h30.
c'est à peu près l'horaire qu'on s'était donné, on savait qu'il y aurait des frustrations. Au fond, c'était qu'une mise en bouche, puisque demain, nous avons 3 heures à partager ensemble. Donc, alors on se donne encore 1 ou 2 dernières questions, mais voilà, pour le bon déroulé, on est bien obligé de passer le relais à demain. Il y a une dame derrière, mais vous pouvez poser votre question et puis elle fera la deuxième, ça vous va? Oui, question d'ordre méthodologique qui a été déjà esquissée, c'est alors d'une part comment on passe de corrélation à des causalités, c'est le problème, même laissons tomber, si je puis dire, notre problème, la plurifactorialité, je prends l'exemple que vous avez pris vous-même, plus de troubles mentaux chez les enfants dans les quartiers des écoles de quartiers défavorisés, donc pauvreté, et votre proposition à laquelle j'agrée complètement, lutter contre la pauvreté. Cependant, par ailleurs, dans ces écoles de milieux défavorisés, il y a aussi plus de monoparentalité, il y a plus de pollution et moins de verdure, il y a peut-être plus de troubles alimentaires, il y a plus de présence immigrée, ce qui peut susciter des problèmes de tiraillement culturel, etc., pour les individus. Enfin, il y a plein d'autres choses. L'arbre de la pauvreté cache, sinon la forêt, du moins d'autres arbres. Alors après, ça a des conséquences, parce que c'est le même débat, d'une certaine manière, pour la délinquance. C'est que, selon sa sensibilité, si on est je vais caricaturer, mais à peine, si on est de droite, on dit c'est la faute des familles, donc il faut travailler de ce côté-là, et puis si on est de gauche, on dit c'est la faute de la société, et donc avec des plans Borloo, etc., on va régler le problème. Les deux ont raison, et parce que, quel que soit le phénomène étudié, la réussite scolaire, la délinquance, le trouble mentaux, c'est toujours une histoire de plurifactorialité, il y a plusieurs facteurs. Comment on fait pour démêler tout ça? Alors, c'est pas une question simple. La réponse simple serait de dire que... Alors d'abord, on a quand même des modèles conceptuels. Donc tout ce qui concerne, par exemple, la pauvreté, les facteurs sociaux, en fait, je ne sais pas comment dire, un certain nombre de situations, bon, l'alimentation, par exemple, le temps que les enfants passent devant les écrans, découle de là. Donc, voilà. Alors après, il y a des études, alors là je pense plutôt aux travaux d'Esther Duflo, qui est économiste et qui travaille spécifiquement sur ces questions, alors plutôt dans les pays du Sud, mais sur comment, en modifiant un facteur particulier, voilà, par exemple, faire en sorte que les enfants aient plus longtemps à l'école, et une meilleure éducation, ce qui ensuite aura des bénéfices en termes d'emploi, et puis de santé, et puis pour leurs enfants à eux, etc. Donc nous, en épidémiologie, on ne travaille pas tout à fait dans cette optique-là. L'idée, c'est d'essayer quand même de caractériser le mieux possible tous les facteurs qui peuvent influer sur la santé mentale et de les prendre en compte dans nos analyses statistiques avec des méthodes plus ou moins complexes. C'est pas forcément une preuve de causalité, c'est plus, enfin voilà, pour pouvoir montrer la causalité, c'est encore plus compliqué. Et puis après, c'est un faisceau d'éléments, c'est-à-dire qu'en fait, c'est jamais une étude qui permet vraiment de montrer de manière définitive un phénomène. On est content quand on est les premiers à montrer, voilà, par exemple, enfin, je parlais de la précarité alimentaire tout à l'heure, par exemple, c'est des études assez récentes sur non seulement justement la pauvreté, la dépression des parents, l'alimentation et d'autres facteurs dans les familles, mais aussi vraiment spécifiquement la précarité alimentaire, on peut dire qu'il y a vraiment un effet parce qu'il y a eu un certain nombre d'études qui vont toutes dans le même sens. La dernière question. Alors, ce soir, vous avez parlé de grandes complexité. Il n'y a pas plus complexe que l'être humain en soi, en plus de tout l'environnement dans lequel il évolue. Au niveau scolaire, il y a pas plus tard que les dernières années, le grand sujet du harcèlement qui a aussi été abordé et qui participe certainement aussi comme un des facteurs concernant la santé mentale de nos jeunes, phénomène qui se retrouve à tous les âges. Et j'ai envie de dire,
est-ce que nos politiques, ou en tout cas les chercheurs, seraient aussi incités à davantage éduquer à l'empathie, éduquer à l'expression des émotions, éduquer à l'expression de chacun, parce qu'on dit qu'aujourd'hui le mal-être s'exprime, le bien-être peut aussi s'exprimer. Donc comment est-ce que justement cette dynamique-là peut aussi peut-être amener à aller vers un mieux-être et pas seulement voir quand ça va mal? Oui, c'est l'idée des programmes de promotion de la santé mentale. Donc là, je parlais d'un programme, d'une appli qu'on teste auprès de collégiens et lycéens, mais qui est justement un peu autour de ça, c'est-à-dire comment gérer une situation de stress, comment gérer une rupture amoureuse pour les filles, parce qu'on l'a créé avec des jeunes qui nous ont amené un certain nombre de choses. Les filles ont dit que par exemple pour elles, le moment où elles ont leurs règles à l'école, c'est très compliqué, très problématique à gérer, donc il y a des petits éléments sur comment, qu'est-ce qui va se passer, comment faire, etc. Il y a beaucoup de modules sur les relations avec les autres, donc aussi bien le harcèlement à l'école que le cyberharcèlement. Oui, enfin, il y a des initiatives comme ça. Là, c'est une appli digitale, mais il y a aussi des programmes d'intervention en milieu scolaire. Le développement des compétences psychosociales, ça fait partie maintenant des programmes scolaires. Le déploiement va prendre un certain temps, mais c'est vraiment inscrit dans ce qui est censé être proposé. Enfin, il faut former les enseignants, il faut ensuite qu'ils puissent faire des choses avec leurs élèves, etc. Mais au moins, il y a une intention dans ce sens-là. Un grand merci à Mme Melchior pour cette première partie.